de la prévention au traitement, et j'ai fait un sous-titre, l'exemple des prédispositions au cancer du sein et de l'ovaire, puisque c'est le sujet que je connais le mieux, et je dirais que c'est un paradigme de l'application de la médecine prédictive en cancérologie. Alors, j'avais d'abord, dans la première diapositive de mémoire, on va gagner du temps, rappelé l'origine du mot médecine prédictive, qui a été créé dans les années 70 par Jean Dossé et Jacques Rueff, à partir de leur analyse du système HLA. Donc vous savez que certains allèles du système HLA sont associés à des maladies génétiques, en particulier la plus emblématique est HLA B27 et la spondylarthrite ankylosante. Et donc c'est un premier facteur de susceptibilité à une maladie qui a été rapporté. Et Jean Dossé avait compris qu'au-delà d'HLA, il pouvait y avoir, dans ce qu'on n'appelait pas encore le génome, mais dans l'ensemble de nos caractéristiques génétiques, d'autres marqueurs qui étaient associés à des maladies. Et donc, il avait défini la médecine prédictive comme la médecine des biens portants, qui permettrait à chacun de s'emparer de sa santé grâce à l'utilisation de marqueurs de prédiction quant à son état de santé. Et je dirais l'hypothèse principale de la médecine, enfin l'hypothèse sur laquelle s'appuie la médecine prédictive, eh bien, c'est que le fait de savoir doit permettre d'éviter la maladie annoncée ou d'en limiter son impact. Donc il l'a écrit à plusieurs reprises, notamment dans une lettre que j'ai retrouvée. Il était président d'un mouvement universel, le MURS, mouvement universel, je sais pas quoi, de la responsabilité scientifique, je crois que c'était ça. Il adressait une lettre aux générations 2000, et donc il faisait part de cette médecine prédictive qui apparaissait c'était un peu naïf, le ton de la rédaction. Et on se disait, mais on est là, c'est Knox, c'est Jules Romain, c'est tout bien portant est un malade qui s'ignore. Lettre génération 2000, ben voilà, mouvement universel, la responsabilité scientifique. Donc le postulat de la médecine prédictive est que l'information est un outil d'aide à la décision, retrait d'exposition, changement de mode de vie, traitement préventif. Cela permet de diminuer la probabilité de survenue d'une infection ou la réduction de sa sévérité. Et la diapositive suivante veut en fait, je veux prendre un petit peu plus de champ par rapport à la médecine prédictive et la réintroduire dans un domaine qui est plus large, qui est celui de la médecine de précision ou de la médecine personnalisée. On parle beaucoup de médecine personnalisée, naturellement, par essence, la médecine est personnalisée, mais il n'empêche que, on pourrait plutôt parler de médecine génomique personnalisée, il n'empêche que c'est une expression dont l'effet marketing a été formidable, elle est chargée d'extrêmement d'espoir. Juste une définition de la médecine de précision, qui en fait, la notion de précision fait allusion à la notion de l'identification de sous-groupes, d'abord de malades, dont l'histoire de la maladie, la réponse au traitement ou l'intolérance à un traitement est semblable. Donc on stratifie en fonction de caractéristiques de l'évolution de la maladie, et avec l'idée qu'on va prendre en charge différemment ces patients, donc on va être plus précis finalement dans leur traitement. Et aujourd'hui, ce qui réunit médecine prédictive, personnalisée, c'est que une grande part des caractéristiques de ces sous-groupes, ce qui les stratifie, eh bien, ce sont des caractéristiques génomiques. Et la médecine prédictive, elle s'intègre finalement dans la médecine de précision, avec l'idée que là, ce sont des personnes indemnes qu'on va stratifier sur des facteurs ici de risque d'une maladie. Facteurs de risque qui peuvent être, il y a une espèce de continuum dans l'organisation des tests. On parlera de tests présymptomatiques quand le risque que la maladie apparaisse, c'est-à-dire que sa pénétrance est très élevée. Ensuite, on parlera de médecine de tests de prédiction, de prédisposition plutôt. Là, quand la probabilité est élevée mais intermédiaire, avec il y a finalement un déterminisme génétique assez fort, on parlera de maladie mendélienne ou monogénique. Et puis, on parlera ensuite de facteurs de susceptibilité, où là, finalement, c'est un facteur qui contribue, mais on n'est pas par opposition aux maladies mendéliennes, on est dans des facteurs, c'est des situations plutôt multifactorielles, et avec notamment aussi des facteurs environnementaux. La diapositive suivante vous dit
que finalement la cancérologie qui nous réunit aujourd'hui est qui nous réunit plutôt sur cette... là, vous allez un peu trop vite. Juste avant. La cancérologie est un champ d'application majeur de la médecine de précision, avec ses deux volets. D'abord, celle donc, pour les patients, et notamment pour les thérapies ciblées, où ici on va stratifier en fonction, donc les patients en fonction des caractéristiques du génome de la tumeur. On va rechercher des altérations génétiques qui peuvent constituer des cibles thérapeutiques. C'est une démarche finalement avec les capacités d'analyse de notre génome tumoral et surtout l'identification, la capacité qu'on a plutôt à développer une nouvelle pharmacopée, de nouveaux médicaments, des inhibiteurs par exemple de tyrosine kinase prend un envol formidable. C'est une démarche ancienne. Je pense par exemple cancer du sein et récepteurs aux œstrogènes. Depuis longtemps, on sait que pour un certain nombre de femmes, eh bien, au départ plutôt, on proposait une privation hormonale, une castration même hormonale chez des femmes atteintes de cancer du sein. Il y a une trentaine d'années, on a identifié les récepteurs aux œstrogènes qui permettent de prédire parmi les femmes atteintes de cancer du sein celles dont la privation hormonale va être utile. C'est ça la démarche de médecine de précision et donc qui s'amplifie aujourd'hui avec cette capacité formidable d'identifier je dirais de nouveaux gènes activés, notamment les oncogènes, et qui sont les exemples formidables de thérapies ciblées. Je pense à l'herceptine avec l'amplification de HER2, je pense à la leucémie myéloïde chronique avec la translocation très spécifique et donc un traitement dédié. Et puis, l'autre élément emblématique donc, de l'utilisation de la médecine de précision, c'est en fait la médecine prédictive, où là, l'une des premières applications, c'est celle du diagnostic donc, de prédisposition donc, au cancer. Et aujourd'hui, on sait que 5 à 10% des cancers, notamment fréquents, sein, côlon, ovaire, endomètre, à part les cancers du poumon, eh bien, sont liés à un facteur génétique qui est transmis selon un mode dominant. On est dans une situation mendélienne, donc de l'un des deux parents à un enfant. Et Pascal Pujol y a fait allusion, je dirais que le témoignage d'Angelina Jolie a eu un effet très important dans le développement à partir c'était déjà très développé, mais il y a eu une espèce de coup de fouet, ça a facilité, ça a libéré la parole, mais le témoignage d'Angelina Jolie, qui est porteuse d'une altération du gène BRCA1 et qui a réalisé une mammectomie prophylactique, eh bien, je dirais un peu à changer, à démocratiser le recours à l'oncogénétique. Et ce qui est formidable, c'est qu'on assiste aujourd'hui à une convergence de ces deux champs de la médecine de précision en cancérologie, thérapie ciblée et médecine prédictive se rejoignent, et en particulier, on va le voir, avec l'utilisation d'inhibiteurs, ou plutôt c'est d'inhibiteurs de PARP pour polyadépéribose polymérase, et en gros, on va amplifier la sensibilité de la cellule aux agents à la chimiothérapie, des cellules qui sont inactivées pour BRCA1, BRCA2, avec ces nouvelles molécules. Donc je vais la diapositive suivante vous dit que la préoccupation sur la prédisposition au cancer est quelque chose qui est très ancien, et c'est un exemple que j'ai beaucoup montré. On a retrouvé dans les archives de l'Institut Curie une lettre qui était écrite par un militaire qui était en poste à Meknès, au Maroc, en 1951, et qui écrivait au docteur Beau, qui était l'un des premiers médecins de l'Institut Curie, et qui disait « Docteur, devant ces morts successives causées par la même terrible maladie, je finis par me demander si ce fléau n'est pas héréditaire, ou tout au moins si la branche maternelle de ma famille n'offrait pas des prédispositions. Comment dépister cette affreuse maladie et la prévenir ?» Et alors, je ne vous ai pas montré la réponse, mais le docteur Beau avait dans une volonté, bien sûr, d'apaiser l'anxiété du patient, et parce qu'on n'en avait pas à ce moment-là la connaissance, disait, mais le cancer n'est pas héréditaire. Et pas tort, puisque dans la très grande majorité des cas, les cancers ne surviennent en dehors d'un contexte de prédisposition génétique majeure. La diapositive suivante vous montre, voilà, en une diapo, qu'est-ce qu'on peut attendre de ces tests, enfin en 3 diapos plutôt, de ces tests génétiques. Ici, une situation très, très classique, une forme familiale de cancer du sein et de l'ovaire, une jeune femme de 24 ans. On a identifié, admettons que ce soit chez sa sœur atteinte à 31 ans, une altération du gène BRCA1. On peut, à partir d'une prise de sang, faire un test génétique ciblé
sur cette altération et lui dire finalement, ben voilà, votre risque de cancer du sein, si vous êtes BRCA+, enfin s'il y a ce facteur de risque, à 70 ans est de 60%, le cancer de l'ovaire de 40%, et si vous n'avez pas ce facteur de risque, eh bien, le risque sera celui de la population générale, qui au passage pour le cancer du sein reste quand même très élevé, nous sommes tous à risque de cancer du sein, risque de 9%, et puis de l'ovaire de 1%. La diapositive suivante montre que, enfin voilà, ce sont les... Juste pour vous dire sur cette diapositive qui est illisible, mais pour vous dire que l'Institut national du cancer a fait des recommandations qui d'ailleurs avaient été précédées d'une expertise collective conduite par François Essinger dans le cadre de l'INSERM. Et donc il y a des recommandations donc, sur la prise en charge en termes de surveillance donc en termes de surveillance et voire de chirurgie préventive. La mammectomie prophylactique doit être discutée. Elle n'est pas recommandée au sens qu'on ne s'autorise pas à recommander un geste qui reste mutilant, qui a un impact important sur le schéma corporel et par là qui peut avoir un retentissement important et sur la qualité de vie. L'annexectomie prophylactique, en revanche, est recommandée. On attend des nouvelles recommandations qui sont imminentes. Et ce qui est très important, c'est que ces recommandations sont nationales et elles ont un relais international. Quand on se lance dans cette médecine des risques, qui est à risque, il vaut mieux être assez coordonné au niveau national et faire en sorte que dans toutes les consultations, que l'ensemble de la pratique soit assez homogène. La diapositive suivante vous montre, comment dire, essayer de vous expliquer, finalement, de vérifier ce qu'a proposé Jean Dosset, c'est quoi l'impact en termes de morbidité et de mortalité des recommandations proposées. Et là, je suis revenue, c'est un article qui a été, enfin une étude, mais aussi c'est un test qu'on peut faire online par l'équipe de Curian, et elle a fait des simulations prenant en compte les risques tumoraux, le type de prise en charge, pas de surveillance, IRM, pas d'IRM, chirurgie préventive. Elle a examiné la mortalité pour une femme qui serait BRCA, je vais vous montrer un exemple, à l'âge, donc risque de mortalité cumulé à l'âge de 70 ans, avec différentes causes. Enfin, ou plutôt le statut à l'âge de 70 ans. Décédé d'une autre cause, décédé d'un cancer de l'ovaire, d'un cancer du sein, ayant été atteint d'un cancer de l'ovaire, du sein, ou sans atteinte tumorale. Et c'est la diapositive suivante qui est un petit peu compliquée, mais qui finalement vous donne un regard cru sur ces prédictions que nous faisons et c'est surtout sur les recommandations qui sont faites. Donc là, c'est indiqué, donc c'est une femme qui est jeune, qui a entre 25 et 29 ans, elle a une altération du gène BRCA1. Eh bien, si vous prenez la première partie du diagramme de gauche, si on ne fait rien, aucune surveillance, eh bien, à 70 ans, d'abord, son risque de décéder, c'est tout en haut, en gris clair, d'autres choses avant l'âge de 70 ans, eh bien, est de 10%. Et d'ailleurs, c'est assez, de 12%, c'est assez stable tout au long de quelles que soient les décisions prises. Et ça nous rappelle au passage notre fragilité. Et je crois que quand on fait ce type de risque, c'est toujours important de savoir, oui, c'est quoi notre espérance de vie et là notre risque de mourir avant l'âge de 70 ans pour toute autre cause. Si on ne fait rien, le risque d'atteindre de mourir d'un cancer de l'ovaire, eh bien, voyez, c'est ensuite c'est le rose, le violet, donc c'est à peu près 12%. Ensuite, le risque de mourir d'un cancer du sein, c'est 20%. Maintenant, si on ajoute la mammographie, on ne fait qu'une mammographie, eh bien, ça permet quand même un diagnostic dans un certain nombre de cas plus précoce, ça diminue le risque de mourir d'un cancer du sein de 3%, on passe à 17%. Maintenant, si on ajoute l'IRM, diagnostic encore plus précoce, eh bien, le risque est de 11%. Et si on fait attendez, oui, à 40 ans, le diagramme, l'annexectomie.
Mais on continue le suivi par IRM. Le risque est de 8%. Et maintenant, si on fait mammectomie, annexectomie, le risque de mourir d'un cancer du sein reste quand même de 2%. Donc voilà, je dirais, ce type d'observation assez objective. Alors on peut discuter des paramètres utilisés, mais qui, à mon avis, sont très importantes pour savoir où on va. La diapositive suivante vous essaie de résumer voilà, quels sont les défis. Alors, il y en a 3 sur lesquels que je vais citer, je ne vais pas aller plus avant. C'est l'importance de la confidentialité des données, de l'intimité génétique, la préservation par là du risque de discrimination. Gros sujet, on peut en parler, c'est toute la problématique notamment des assurances privées. C'est la décision éclairée, c'est l'information, c'est l'autonomie de la décision. Et avec l'information, c'est aussi le risque de la désespérance. J'ai une lettre que j'ai reçue de la part d'un professeur de philosophie des universités qui m'a salué, qui m'a adressé ses salutations humanistes en me reprochant de lui montrer la droite ligne qu'il a menée au tombeau parce que je lui disais qu'elle risquait d'avoir un cancer de l'ovaire. Et là, on n'a pas le temps de vous montrer cette lettre, mais il n'empêche que l'information, une fois qu'une personne a une information, c'est aussi avoir le risque de la désespérance. On n'est plus pareil après l'information. Un test génétique qui n'est pas comme les autres parce que c'est une histoire de famille et donc son résultat engage les apparentés. Et maintenant, il y a 2 points que je voudrais un petit peu développer et qui sont à mon sens essentiels. C'est que pour les médecins qui se risquent à cette médecine prédictive, eh bien, ce n'est pas un problème éthique, c'est un problème déontologique. Il s'agit de ne pas se tromper dans l'estimation des risques. C'est un gros sujet. Il y a encore beaucoup de travail. Et le deuxième point, qui fera le lien avec le titre, qui est de la prédiction au traitement, c'est quelles informations des personnes, avec le développement des tests génétiques, qui finalement vont avoir 2 vocations. Et il va y avoir une véritable tension entre les objectifs de ces tests. C'est la prédiction, la prédiction des risques, avec tout ce qui se passe pour la famille, et puis le traitement. Et on peut penser, on peut anticiper qu'une femme voudra avoir un résultat positif, une altération constitutionnelle des gènes BRCA1 ou 2 identifiée, parce que ça conduit à un traitement spécifique qui peut la sauver, ou tout du moins améliorer son pronostic, mais qui en même temps va lui annoncer le risque d'une autre maladie ou d'une maladie pour ses proches. La diapositive suivante, alors je vais essayer d'aller vite. Donc, il y a deux grands écueils, 2 grands risques qui fait qu'on peut se tromper. D'abord, c'est l'interprétation des variants génétiques que l'on trouve. Aujourd'hui, on a tendance à ne plus utiliser le mot mutation, même pas le mot altération. On peut utiliser le mot altération, mais le mot qu'on utilise, c'est variant. Donc on a des variants génétiques et que l'on qualifie de variants pathogènes ou délétères, ce sont les mêmes termes, de variants neutres ou encore de variants de signification inconnue. Et aujourd'hui, quand on est en particulier confronté à des altérations, enfin des gènes associés à une maladie génétique via des mutations inactivatrices, eh bien, il y a une très grande variété de variants, et certains sont des variants de signification inconnue, certains sont véritablement pathogènes, et il s'agit de faire le tri. Et la diapositive suivante vous montre, je vais aller vite, ceci est une diapositive empruntée à Sandrine Caputo, à partir de la base de données de mutation française. En novembre 2015, nous avions identifié 788 mutations pathogènes différentes parmi 4600 familles, mais nous avions en parallèle plus de 1000 variants de signification inconnue. Et la diapositive suivante vous montre très vite, vous retrouvez, donc ça c'est BRCA1, donc vous retrouvez là en bas les 788, et puis les 1028, et vous voyez qu'en un an, entre octobre 2014 et 2015, eh bien, on a continué d'identifier des variants de signification inconnues. On est passé de 932 à 1028, et c'est un vrai challenge pour les laboratoires que de caractériser ces variants et de les faire basculer dans la classe variant neutre ou variant pathogène. Et donc, il faut savoir qu'on s'y met à plusieurs. C'est non seulement des travaux qui sont nationaux, mais aussi internationaux. Et il y a aujourd'hui je ne veux pas parler de bataille, mais c'est toute une problématique plutôt autour de la gestion des bases de données des variants dans différents gènes associés à différentes maladies génétiques. Et l'organisation
de ces bases de données, et donc le leadership aussi de ces bases de données est un vrai problème. Et la problématique de la brevetabilité des gènes s'est déplacée sur les bases de données. Le schéma est le même pour BRCA2. La diapositive suivante, c'est pour vous dire, c'est un diapositive un peu compliqué, mais voilà. Aujourd'hui, il y a 5 bases de données majeures, dont la base française qui s'appelle UMD. Et cette diapositive qui a été faite par Myriad Genetics, qui a sa base de données privée de mutations, ils ont regardé, c'est assez intelligent, quelle était la cohérence, enfin ce qu'il y avait, la concordance plutôt, de l'interprétation d'un variant donné, selon qu'il était au départ considéré, enfin, dans une base de données, dans 2 ou dans 4 ou dans 2, 3, 4, 5 bases de données. Et si on prend un variant donné, eh bien, qui est pathogène, reprenez que le rouge, eh bien, s'il est dans 2 bases de données différentes, la concordance ne va être que de 65%. Il y a quand même un petit problème, 35%. Ça veut dire que dans 35% des cas, une base dira qu'il est pathogène et l'autre qu'il ne l'est pas. Et si on prend quand il est dans 5 bases de données, alors là, eh bien, la discordance, elle est plutôt, la concordance est très faible. Elle est de 5%. Donc vous voyez l'étendue du travail. Et la diapositive suivante, cette problématique sur les variants s'est introduite dans le débat public. Et aujourd'hui, j'ai pris ça dans le New York Times, eh bien, certaines femmes sont, comment dire, écartelées entre des positions des médecins qui peuvent être différentes. Et j'attire votre attention sur le fait que quand on voit un résultat de laboratoire avec une espèce de charabia petit c, point 2452, c, G, machin, ça fait mutation. Et donc la tentation est grande d'interpréter tout ce qui bouge comme un variant pathogène. La diapositive suivante, c'est l'autre raison de se tromper, c'est la problématique de l'estimation des risques. Avec, donc, j'ai dit que pour BRCA et 2, on était dans une situation de maladie mendélienne. En fait, il n'y a plus vraiment de maladie mendélienne, c'est-à-dire monogénique. Il y a toujours des variations de la pénétrance qui sont liées à différents facteurs environnementaux ou facteurs génétiques. Et je ne parle même pas de la variation qui peut être liée à la nature de la mutation dans un gène, dans un gène donné. Eh bien, aujourd'hui, on se rend compte qu'il peut y avoir une grande variabilité des risques. Et c'est la diapositive suivante. Donc, voilà, la diapositive suivante vous montre que c'est une diapositive que j'ai empruntée à Nadine Andrieux, qui simplement en prenant en compte le mode de vie et enfin, les antécédents gynécologiques obstétriques, montre la variation des risques. Donc en bleu au milieu, c'est le risque moyen d'une femme porteuse d'une mutation BRCA1. Mais si cette femme n'a pas d'enfant, si elle fume depuis l'âge de 25 ans, si elle a une ménopause à un âge normal de 50 ans, eh bien, vous voyez que son risque à l'âge de 60 ans va être plutôt très élevé de 90%. Alors que si une femme qui a la même mutation BRCA1, mais a eu au moins 3 enfants, dont le premier avant 30 ans, qui ne fume pas et qui a eu une chirurgie ovarienne avant 45 ans, eh bien son risque va être beaucoup plus faible. Et la diapositive suivante, donc ça c'est lié aux facteurs, je dirais finalement, mode de vie, environnementaux, c'est pour vous dire sur ces diapositives qu'on est en train d'identifier des variants polymorphes fréquents dans la population générale qui contribuent à la modification du risque. Et ces risques, ces variants ont d'abord été étudiés pour des maladies fréquentes, notamment le cancer du sein, en dehors de toute prédisposition. Et finalement, l'impact de ces variants chez une femme qui n'a pas d'altération BRCA1 ou 2 est faible. Maintenant, si on est chez une femme, ici, ça a été vérifié pour BRCA2, et s'il prend en compte ces variants, eh bien vous voyez qu'on peut faire varier le risque à 60 ans entre 80 et 30%. Et donc, c'est vous dire l'importance de ces études qui doivent conduire à une vision, je dirais, à une estimation individuelle très précise des risques. Et j'ajoute, je veux dire ici que, l'extension, le développement très général des tests BRCA1 dans la population me semble un peu prématuré. À mon avis, il faut avoir fait bien le tour de la question pour pouvoir et d'avoir vers une estimation individuelle précise afin d'aller plus avant. La diapositive suivante, et j'en ai
presque fini, c'est l'autre point. Quelle information des personnes avec le développement des tests prédictifs, la diapositive suivante, donc qui ont un intérêt thérapeutique. Ceci est une étude très importante qui a montré que chez les femmes qui avaient un cancer de l'ovaire en rechute et qui étaient porteuses d'une altération des gènes BRCA1 ou BRCA2, selon qu'elles prenaient un inhibiteur de PARP, en l'occurrence l'olaparib, et qui est une espèce finalement d'agent sensibilisateur à la chimio ou la radiothérapie, il faut avoir en tête qu'une cellule qui est inactivée pour BRCA1 ou 2, elle est très fragile, elle a tendance à mourir. Et si on bloque une autre voie de réparation de l'ADN, eh bien, elle va être encore plus fragilisée. Eh bien, il a été montré qu'il y avait une diminution du risque de progression de la maladie de 82% chez les femmes qui étaient sous olaparib, mais qui étaient néanmoins platine sensibles. Et aujourd'hui, l'olaparib est entré dans la pratique courante et est extrêmement utile. Et la diapositive suivante, pour vous montrer, elle est un peu compliquée, vous regardez que le bas, c'est qu'on s'est posé la question, mais finalement, l'inactivation de BRCA1 et de BRCA2, ici dans l'ovaire, est-ce qu'elle est toujours liée à une altération qui est constitutionnelle, présente dans toutes les cellules de l'organisme, avec un deuxième événement, l'inactivation, qui peut être par exemple liée à une perte d'allèle, mais seulement au niveau tumoral, ou est-ce qu'il y a des situations où la perte des deux allèles est au niveau tumoral? Et donc, il y a plusieurs études qui ont été faites, notamment, ça a été c'est la première question qui a été posée quand le BRCA1 a été identifié. Et à ce moment-là, ça a été fait dans le cancer du sein, et on a trouvé, petite série, que des altérations constitutionnelles. Pour l'ovaire, le panorama a un paysage un peu différent. Et donc, vous voyez, ici, on a trouvé, donc, sur une série importante de plus de 316 cas, on a regardé au niveau de la tumeur, mutation BRCA1 ou BRCA2. Eh bien, au niveau de la tumeur, regardez le truc en rouge, eh bien, il y a 23%, 12 plus 11, 23% de mutations qui ont été identifiées. Maintenant, il faut bien avoir en tête qu'on regarde au niveau de la tumeur, mais on regarde aussi le génome natif de la personne. Parce que la tumeur, c'est d'abord le génome de la personne. Et c'est une deuxième question que de se poser. La deuxième question à poser, c'est, mais oui, ces mutations que je vois au niveau de la tumeur, est-ce qu'elle est constitutionnelle ou est-ce qu'elle est somatique, acquise au cours du processus tumoral? Et la réponse est là, c'est donc dans 17%, 9 plus 8, elle est constitutionnelle, et dans 6% des cas, elle est strictement acquise au cours du processus tumoral. Et donc ça veut dire qu'une femme qui a une inactivation du gène BRCA1 ou 2 au niveau de la tumeur, dans 75% des cas, elle est constitutionnelle, et dans 25%, elle est somatique. Et donc, ces observations sont très importantes parce qu'elles sont en train de modifier complètement l'organisation des tests génétiques. Aujourd'hui, il vaut mieux... Alors, je peux introduire un petit bémol sur la qualité des tests, mais bon, je ne vais pas aller là dans ce discours, mais je dirais on va tendre vers une analyse première au niveau de la tumeur, et afin qu'il n'y ait pas de perte de chance, qu'on ne passe pas à côté des inactivations, je dirais, somatiques, mais en même temps, on va faire finalement un test constitutionnel, puisque dans 3/4 des cas, cette mutation identifiée sera constitutionnelle. Et donc là, il y a toute une problématique qui s'ouvre sur l'organisation des tests, les prescripteurs, quelle information en amont. Diapositive suivante, je crois que j'en ai fini là. Donc, quelle information des patients, quelle modalité de l'information? Est-ce qu'on va rester dans le colloque singulier de la consultation de génétique? J'en doute, à mon avis, il faut être plus inventif. C'est aussi l'importance de la réactivité des laboratoires, parce que ce n'est pas 6 mois là, mais vous allez vouloir, les oncologues veulent le résultat en quelques semaines. C'est l'équité territoriale de l'accès aux consultations et aux tests, et c'est la qualité des études génétiques. Alors, il y a un problème technique, c'est le défi de l'analyse d'un tissu tumoral fixé, conservé en paraffine, et puis c'est la qualité de l'interprétation des tests, et je vous renvoie à la problématique des variants de signification, inconnues, et de l'importance du maintien de l'expertise des laboratoires. Je crois que c'est la dernière diapositive, je ne sais plus, peut-être une petite dernière. Voilà. Et donc, il y a après les futurs, il y a d'autres gènes dont les risques tumoraux ne sont pas établis. C'est des choses à voir. C'est toute la problématique de la pénétrance. Et nous allons vers le portrait moléculaire des tumeurs dans une perspective thérapeutique, mais qui révéleront un facteur génétique de risque. Et comme je l'ai dit au tout début, avec finalement,
pour la femme elle-même concernée, une espèce de télescopage des objectifs, des enjeux de ce test. Voilà, je vous remercie.